dans les poches de Rachidi. Rachidi abattu, mais des cartes de visite des diplomates américains vont être retrouvées dedans, dans ses poches. Avant... Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce que il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Plusieurs des hauts responsables politiques de l'époque nous le disent de manière tout à fait ouverte dans le film. L'un d'entre eux nous dit, Abdoulaye Rodia, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Laurent Désiré Kabila, son compagnon de route, qui est aujourd'hui sénateur, nous dit, avec un aplomb qui est sidérant, il nous dit, mais on sait que ce ne sont pas eux qui ont fait le coup, mais on ne pourra les libérer que le jour où on... Le 16 janvier 2001, le président de la République démocratique du Congo depuis 1997, Laurent Désiré Kabila, travaille tranquillement dans son bureau. Il est environ 13h et le président n'a toujours pas mangé parce que plus tôt dans la journée, il aurait reçu un appel selon lequel son repas aurait été empoisonné. C'est à ce moment que l'un de ses soldats apparaît, un certain Rachidi Mizele. Il rentre dans son bureau, le jeune homme se rapproche du président comme s'il avait une information confidentielle. Laurent Désiré Kabila ne se doute de rien à ce moment, sauf que le jeune homme sort une arme et tire plusieurs fois sur le président. Rachidi tente de s'enfuir, mais il est rapidement neutralisé par d'autres gardes du corps du président. C'est à ce moment-là que le colonel Edi Kapin, bras droit de Laurent Désiré Kabila, apparaît. Il sort son fusil et tire plusieurs fois sur Rachidi, éliminant ainsi le témoin principal de cette affaire. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, c'est son fils, Joseph Kabila, qui va prendre le pouvoir. À la suite d'un procès plutôt controversé, le colonel Edi Kapin sera enfermé, ainsi que plusieurs autres proches du président. 23 ans après les faits, la justice congolaise n'a toujours pas pu faire la lumière sur cette histoire. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de découvrir ce qui a bien pu se passer ce 16 janvier 2001. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Y a-t-il eu des commanditaires? Qui sont-ils? Les amis, comme d'habitude, on like avant de commencer la vidéo, on s'abonne si c'est pas encore fait. Accrochez-vous parce que Biazia Soum. Avant l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, le Congo a connu 32 ans de dictature sous Mobutu. Mais après la chute du mur de Berlin, les États-Unis et la Belgique ont donc décidé d'arrêter de soutenir Mobutu. Mais le plus important dans la chute de Mobutu, c'est le génocide au Rwanda qui a vu la prise de pouvoir de Paul Kagame. C'est donc l'Ouganda et le Rwanda de Paul Kagame qui vont soutenir Laurent Désiré Kabila. Enfin soutenir, ils vont littéralement propulser Kabila jusqu'à Kinshasa où ce dernier va prendre le pouvoir à Mobutu. J'en ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez un peu plus de détails. Si Paul Kagame a soutenu Kabila, c'est parce qu'il avait énormément d'intérêt aux Zaïre. D'abord, à la frontière à l'est du Congo, il y avait des anciens génocidaires Hutus. Ces anciens génocidaires représentaient donc une menace pour Paul Kagame. Lors de la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila, près de 100 000 Hutus ont été massacrés. L'autre point important, c'est les recrues que Kabila va intégrer dans l'armée congolaise. Kabila va énormément prendre des Tutsis proches du Rwanda dans son armée. Et après sa prise de pouvoir, il va les intégrer dans l'armée. Petit récapitulatif alors, l'Ouganda, le Rwanda et les États-Unis vont soutenir Kabila. Ce dernier va prendre le pouvoir aux mains de Mobutu, mais sauf que Kabila, il a un passé lumumbiste. On le rapproche un peu plus des communistes. Sauf que les Américains se disent que Kabila est cupide, il aime l'argent. C'est d'ailleurs ce que Che Guevara a dit quand il a rencontré Kabila durant les années 60. Donc ils se disent que malgré qu'il soit lumumbiste, il est surtout cupide. Donc il sera facile à manipuler. Kabila prend donc le pouvoir en mai 1997 et le pays est dans un état lamentable. L'économie du pays est à l'agonie. Kabila, il a également amené son sac à problème, c'est-à-dire les Tutsis. Ces derniers vont énormément faire de mal à son régime. Arrivé au Congo, ils se comportent comme s'ils étaient chez eux. Ils se jouent les chefs, ils commandent et ils pillent. En même temps, Kabila leur a donné trop de pouvoir. Par exemple, le chef d'état-major de Kabila, quand il a pris le pouvoir, c'était un Rwandais. Et c'était monsieur James Kabarebe. Quand vous entendez le nom Kabarebe, vous vous imaginez bien qu'il est Tutsi. Bien après, James Kabarebe va même servir l'armée rwandaise. Et à l'époque, en 97, quand ils sont arrivés au pouvoir, qui est devenu le chef d'état-major de l'armée congolaise? James Kabarebe, qui est devenu par la suite, qui était le bras droit de Paul Kagame, qui est devenu chef d'état-major de l'armée rwandaise puis ministre de la Défense. Alors, quand on voit un tel cirque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun Congolais qui... C'est pour vous dire à quel point Kabila avait donné du pouvoir aux Rwandais. Mais les Rwandais deviennent très vite encombrants pour Kabila. Et Kabila commence à se rappeler qu'à la base, lui, il est le Mombis et qu'il ne peut pas voir son pays se faire piller par les Rwandais comme ils le font. Et c'est donc comme ça qu'en juillet 1998, pratiquement un an après sa prise de pouvoir,
il décide de s'affranchir de ses anciens maîtres. Il décide de rompre tous les accords avec le Rwanda et l'Ouganda et il révoque même James Kabarebe. Sauf qu'à ce moment-là, Kabila se retrouve un peu comme quelqu'un qui a signé le pacte avec le diable. Il a eu l'argent, il a eu ce qu'il voulait, il ne peut pas retourner facilement comme ça. C'est comme ça que les Rwandais et les Ougandais vont soutenir une rébellion à l'est du Congo. La rébellion s'avère efficace vu qu'en quasiment quelques mois, ils arrivent à prendre le nord et l'est du Congo. Et leur objectif est très clair, renverser Kabila. Kabila, lui, ne va pas donc se laisser faire, il va faire appel à l'Angola et au Zimbabwe qui vont tout de suite venir à son secours. On a une partie qui est contrôlée par Kabila, l'Angola et le Zimbabwe, et l'autre partie qui est contrôlée par l'Ouganda, le Rwanda et des soldats congolais anti-Kabila. Le 10 juillet 1999, soit quasiment un an après, les belligérants vont signer un accord de paix à Lusaka. Cet accord demande un cessez-le-feu entre les principaux acteurs. L'accord va également demander le retour des forces étrangères dans leur pays, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, mais surtout la tenue d'un dialogue national. Mais dans les faits, personne ne va respecter les accords. Mais sauf que sur le terrain, Kabila ne gagne pas du tout. Et c'est ce qui va nous amener à l'assassinat de Kabila. On est donc en janvier 2001, le régime de Kabila est complètement acculé, que ce soit sur le plan économique ou militaire. Ses adversaires rwandais et ougandais contrôlent une grande partie du pays. Kabila de son côté essaie de redresser le pays comme il peut, mais c'est trop dur. Ses adversaires le connaissent du bout des doigts. Et au sein de son clan, il y a également des conflits, mais surtout des soupçons de trahison. Regardez par exemple cette histoire. On est en novembre 2000. En Masasu, un ancien membre du FPR qui a été très proche de Kabila, mais surtout il est très proche des Kadogo, ceux qui ont permis à Kabila de prendre le pouvoir. Pour les Kadogo, Masasu est un peu comme un père spirituel, mais ce dernier sera arrêté à Kinshasa avant d'être transféré dans le Katanga où il sera assassiné. Je vous rappelle ça parce que celui qui va assassiner Kabila était très proche de Masasu. On est donc le 16 janvier 2001, il est environ midi et Kabila reçoit la visite d'un certain Rachidi. Rachidi, c'est un Kadogo formé par Masasu. Rachidi va réussir à pénétrer dans le bureau du président sans gros soucis et selon la version officielle, le président était avec un certain Émile Mota, ministre de l'économie à l'époque. Rachidi se rapproche du président de la République comme s'il avait un message important, mais sauf que ce dernier sort un fusil, tire à plusieurs reprises sur Kabila. Rachidi s'enfuit alors et c'est à ce moment-là que Émile Mota dit « Ce monsieur a tué le président ». Et les autres gardes vont donc avoir l'information et l'un d'eux va tirer sur Rachidi, ce qui va permettre de neutraliser Rachidi. Mais sauf qu'à ce moment-là, le colonel Edi Kapan arrive, complètement furieux, il se met à insulter Rachidi et tire plusieurs fois sur lui. Geste prémédité où il était juste en colère, on ne le saura vraiment jamais. Kabila sera transféré aussi vite au Zimbabwe, mais il semble qu'il est déjà trop tard, le président est déjà mort. Le gouvernement congolais va mettre du temps à donner la nouvelle aux Congolais. Mais juste après l'attentat, c'est le colonel Edi Kapan qui va prendre ses responsabilités. Il va faire un communiqué à la télévision dans lequel il demande aux Congolais et à l'armée surtout de rester calme. Le commandant suprême des forces armées congolaises, je vous parle de Kinshasa. Je voudrais m'adresser particulièrement aux membres des forces armées congolaises, généraux, colonels, lieutenant-colonels, majors, capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, ainsi que les sous-officiers et troupes des forces armées congolaises et loyalistes au gouvernement de salut public, fidèles à M. Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo. J'en appelle donc à votre sens de discipline. Mais surtout le lendemain, il va réunir les caciques du régime et il va leur informer que Laurent Désiré Kabila avait prévu de faire de Kabila fils son successeur. Donc là, on s'aperçoit déjà que Edi Kapan ne voulait pas prendre le pouvoir. Joseph Kabila sera rappelé depuis le Katanga, sachant qu'il n'était pas forcément en bon terme avec son père. Il enchaînait pas mal de défaites sur le plan militaire, mais à part ça, les relations n'étaient pas si mauvaises que ça avec son père. Et c'est seulement 2 jours après que le gouvernement congolais va annoncer la mort de Laurent Désiré Kabila au peuple. On dit également que Rachidi avait un plan de fuite. On a quasiment inventé un taximan qui est venu témoigner comme quoi il était avec quelqu'un qui attendait Rachidi, chose que les amis de Rachidi ont complètement démenti. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vais vous présenter 2 faits qui me semblent très importants. Quelques jours après la mort de Laurent Désiré Kabila, les militaires de l'armée congolaise vont faire une descente musclée dans un immeuble dans lequel vivent des Libanais. Ils vont arriver là-bas et ils vont dire qu'ils sont à la recherche d'un certain Héritier Bakri. Héritier Bakri, c'est un riche diamantaire. Il est également issu d'une famille riche au Congo et on le soupçonne d'avoir eu des liens avec Rachidi et sa team. Les militaires n'arrivent pas à retrouver Héritier Bakri. Ils vont donc embarquer 11 autres Libanais
Donc, ses cousins, ses frères et d'autres voisins qui étaient juste libanais. Et là, vous vous demandez pourquoi Héritier Bakri aurait-il financé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. La raison est assez simple. Laurent Désiré Kabila a arraché le monopole des diamants à la famille de Héritier Bakri. Monopole qu'il a accordé à un groupe d'Israéliens. Les 11 Libanais qui vont être capturés seront assassinés. Pour les empêcher de parler, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que les ordres venaient de très haut, notamment du général Yav, qui lui était sous les ordres de Joseph Kabila. Ça ne veut pas dire que Joseph Kabila a demandé au général Yav de les assassiner, mais sauf que c'est bizarre qu'il ait fait ça sans l'approbation de son chef, du moins sans que Joseph Kabila ne soit informé. D'ailleurs, le général Yav sera emprisonné après le procès. C'est là où nous allons passer à la deuxième affaire, qui est aussi importante. Le 29 décembre 2000, des policiers vont découvrir le corps des 2 Congolais près de Lyon en France. Les 2 corps se rendent dans une voiture et après examen du corps, on a pu se rendre compte qu'ils avaient reçu des balles dans la nuque. Mais bizarrement, ces 2 personnes avaient des tendances politiques plutôt opposées. Le premier, Aimé Atem Bina, c'est un moboutiste dans l'âme. Ses parents étaient moboutistes, lui-même est moboutiste, sa femme est moboutiste et c'est quelqu'un qui travaillait à la chute de Laurent Désiré Kabila. Mais c'est pas ça le plus bizarre, c'est celui avec qui il était. Le deuxième, c'est Philomène Nalouinja Mokuba. Lui par contre, c'est un proche collaborateur de Kabila. Il est patron d'une société de mines au Congo. Donc on a quand même quelqu'un qui travaille pour Kabila et quelqu'un qui travaille à la chute de Kabila qui sont ensemble, qui ont été retrouvés morts ensemble. On parle d'une affaire de trafic d'armes, de règlement de compte, mais sauf qu'il en est ressorti que les 2 hommes préparaient un coup d'état contre Mobutu. Pire même, ils préparaient un assassinat contre Kabila. Kabila lui a appris la nouvelle. Il les a donc devancés pour les faire assassiner avec l'aide de la DGSE, l'équivalent du FBI mais en France. Kabila décide donc de les faire assassiner parce qu'il aurait eu vent que eux préparaient un coup contre lui. Ce qui revient donc au fait qu'il n'y avait pas une tentative d'assassinat contre Kabila, mais plusieurs. Un peu comme Marine Gwabi à la même époque, il était censé savoir qu'il avait beaucoup de conspirateurs et que beaucoup de gens voulaient sa peau. Mais sauf que Kabila, contrairement à Mariam Gwabi, il était un peu moins réaliste. Mais bon, passons donc à une étape aussi importante, le procès. Avant le procès, Joseph Kabila va prêter serment. Il va également promettre la tenue de prochaines élections qui arriveront en 2006, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Avant la tenue du dit procès, plusieurs proches de Kabila seront arrêtés. Des Kivusiens, c'est-à-dire des personnes de la province du Kivu, province de l'assassin de Kabila, seront également arrêtés sans preuve. Edi Kapende et ceux qui ont assassiné les Libanais seront également arrêtés. Et à la fin du procès, on a plusieurs condamnations à mort. Heureusement, des condamnations à mort ne seront pas exécutées, mais le colonel Edi Kapende sera condamné. Le colonel Edi Kapende à la barre. La cour le déclare coupable d'attentat contre la vie du chef de l'État. Dit ne retenir aucune circonstance atténuante en sa faveur et le condamne pour cette infraction à la peine capitale. La Cour ordonne son arrestation immédiate. Et le général Yav, qui a également commandité l'assassinat des Libanais, sera également enfermé. Mais sauf qu'à la fin du procès, le juge dit que le procès n'est pas terminé. Mais sauf qu'après ça, le procès sera bel et bien terminé et qu'il n'y aura plus de suite. On va donc voir ensemble les potentiels suspects. Le premier suspect, c'est forcément Edi Kapende, celui qui tue l'assassin. Parce qu'on peut également se dire que Edi Kapende a tenté de faire un coup d'état. Petit rappel, Edi Kapende est seulement colonel. Mais déjà, il tue l'assassin. C'est lui qui fait le communiqué à la télévision, alors qu'il y a des personnes plus gradées que lui. Il s'adresse à la nation, il décrète un couvre-feu. Mais ce qui est embêtant avec Edi Kapende, c'est qu'il est juste colonel. Et logiquement, c'est pas à lui de faire ça. Mais sauf que Edi Kapende n'a pas voulu prendre le pouvoir. Au contraire, il a exprimé la volonté du Mzé, c'est-à-dire Kabila, de mettre son fils après lui. On peut donc penser à un complot, c'est-à-dire entre Kabila et Edi Kapende pour que les deux prennent le pouvoir. Mais sauf que Edi Kapende sera enfermé. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi et le comment Edi Kapende s'est retrouvé en prison. Pourquoi il aurait pu assassiner Rachidi. Le colonel Edi Kapende était juste colonel comme je vous l'ai dit, mais sous Kabila, tout passait par lui. Il était chef d'état-major personnel de Kabila, tout passait par lui. Edi Kapende était en quelque sorte un super général, mais sans les galons qui vont avec. Et ça, les personnes qui étaient plus gradées que lui n'appréciaient pas forcément. Et dans l'entourage, on disait que Edi Kapende prenait un peu la grosse tête. Et les généraux qui n'appréciaient pas ça, c'est devant eux que va se retrouver Edi Kapende lors du procès. Comment ces gens auraient pu innocenter Edi Kapende? Et ça, Moïse Kongolo, dans son livre
ma part de vérité, Laurent Désiré Kabila, il explique clairement ça, que Edi Capin n'avait rien à participer à un complot contre Kabila, parce que Kabila lui donnait tout. Vous voyez clairement bien la différence entre Edi Capin quand il y a Kabila, père, et quand il n'est plus là. On peut mettre également l'assassinat de Rachidi comme un acte de vengeance. Ça se peut, mais bon, rien n'est sûr. Après, il y a un autre suspect, enfin, d'autres suspects. Ce sont les autorités qui ont pris le pouvoir après la mort de Kabila. Je ne pourrais pas dire que les autorités qui ont pris le pouvoir après la mort de Kabila aient assassiné Kabila, mais certains actes qu'ils ont posés les incriminent un peu. D'abord, le témoin principal, le seul qui a vu Laurent Désiré Kabila se faire assassiner, dira plus tard qu'en vrai, il n'était pas dans la pièce, qu'il était juste dans la pièce d'à côté en train de patienter et qu'il n'aurait pas vu l'assassinat. Ce qui remet tout en cause. Et il aurait dit qu'on lui a dit de dire qu'il était là. Mais pourquoi? Et ça revient à ce qu'a dit Georges Mirindi dans son livre, c'est-à-dire que rien aujourd'hui ne prouve que c'est Rachidi qui a tué Kabila. Autre fait impressionnant, c'est qu'on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Comment expliquer ça? On arrive à assassiner un président dans son palais, mais on ne trouve pas l'arme du crime. Comment expliquer ça? Et aussi, on n'a jamais vu le corps de Rachidi. Ça aussi, c'est troublant. Je vous ai également dit que Rachidi avait un plan de sortie. Mais bizarrement, tous ses complices ont réussi à s'évader. Et certains témoignent en disant qu'ils ont vu les gardes aider les potentiels complices de Rachidi à sortir de prison. C'est-à-dire, ils ont été aidés par des gardes à sortir. C'est-à-dire que ils avaient tellement de pouvoir, les principaux témoins ont eu tellement de pouvoir que leur sortie a été facilitée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bizarre. Et en fait, ça va nous emmener jusqu'au dernier suspect. Selon le journaliste Arnaud Zeitman, Héritier Bakri lui aurait confié qu'il a commandité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais avant de vous précipiter, cela n'est pas insensé. On a pu établir des liens entre Rachidi, ses amis et les Libanais. Sauf que les complices de Rachidi se sont évadés. Après s'être évadés, ils sont allés au Congo-Brazzaville. Après être allés au Congo-Brazzaville, ils vont aller où? Au Rwanda. C'est-à-dire les complices du présumé assassin sont allés au Rwanda avant de rejoindre le RCD, c'est-à-dire une force militaire congolaise soutenue par le Rwanda qui opère à l'est du Congo. On peut donc s'imaginer un scénario selon lequel les Libanais auraient financé des gens qui étaient soutenus par eux-mêmes le Rwanda afin d'assassiner Kabila. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Par exemple, les anciens membres du FPR ont souvent dit ça après avoir quitté le régime. Je vous avais raconté l'histoire de Patrick Karegeya dans ma vidéo sur 5 assassinats politiques. Patrick Karegeya avait également dit que c'est le Rwanda qui a fait assassiner Kabila. Et en plus, Patrick Karegeya était chef des services de renseignement du FPR. C'est pour vous dire qu'il était très bien placé. Mais sauf qu'il n'est pas le seul à avoir jeté la faute sur le Rwanda. Un autre opposant à Paul Kagame qui faisait partie du FPR avait également accusé les autorités rwandaises sur l'assassinat de Kabila. Et pour Georges Mirindi, l'ancien ami de Rachidi, celui qui a assassiné le président, on n'est même pas sûr que ce soit Rachidi qui ait assassiné le président et même pas à l'heure à laquelle on nous a dit qu'il était assassiné. C'est-à-dire on aurait pu assassiner Laurent Désiré Kabila plus tôt et on aurait changé quasiment toute l'histoire. Chilibagula en tirant sur Rachidi. Chilibagula n'a pas vu Rachidi tuer Kabila. Il a tiré sur lui, pourquoi? Parce qu'il a vu Mota courir et dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État. Oui. Imaginons Mota. Si on peut imaginer que des balles viennent ici, si on sait les coups, ce que ça peut faire. Mota, un civil qui va courir derrière un militaire. Mota n'a même pas peur que cet homme-là qui vient de tuer, lui aussi on peut le tuer. Mota, il est qui ici pour qu'il puisse courir derrière quelqu'un. Et ça rajoute encore vraiment le flou dans cette histoire. Ce qui m'emmène à la conclusion. La conclusion, c'est que Laurent Désiré Kabila, il a mis son pays dans un gros pétrin en s'alliant aux ennemis de son pays pour prendre le pouvoir. Et derrière, ça résulte un peu le chaos qu'ils ont en ce moment. Et sauf que Laurent Désiré Kabila, il a eu le courage de s'affranchir de ses anciens maîtres. Et ça a causé sa perte. Et vous pensez que qui a commandité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Le premier suspect, le deuxième suspect ou le troisième suspect? Ou même un suspect que je n'ai pas énoncé? Je vous laisse me mettre ça en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.